Bienvenue dans le débat consacré à la sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ces trois pays du Sahel, dirigés par des militaires, ont fait leur Brexit en quelque sorte. Un bras de fer était engagé entre eux et l'organisation depuis les coups d'État militaires de ces trois pays. La CEDEAO les avait sanctionnés et ordonné le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Une décision mûrement réfléchie qui répond aux aspirations de la souveraineté totale, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre burkinabé. Le ministre malien des Affaires étrangères a néanmoins déclaré que le Mali allait rester membre de l'Union monétaire ouest-africaine. L'Union africaine a exprimé son profond regret, je cite, après l'annonce de ce retrait. Alors que signifie-t-il? Que signifie ce retrait de la CEDEAO pour le Mali, le Niger ou encore le Burkina? La CEDEAO est-elle en péril? Quelles conséquences? Ces pays vont-ils s'isoler? Vont-ils pérenniser le régime militaire? Quid des relations avec les pays côtiers? Ce retrait profitera-t-il à des puissances extérieures comme la Russie? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Niagale Bagayoko. Bonsoir Niagale, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Bienvenue. Bonsoir. En face de vous, Anna Sylvestre-Trener, rédactrice en chef du Monde Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également. Christophe Boisbouvier est avec nous ce soir. Bonsoir Christophe, journaliste service Radio France Internationale. Bonsoir. Et puis nous avons avec nous en duplex de Dakar notre correspondant Eliman Ndao. Merci d'être là, Eliman. Avant de démarrer ce débat, je vous propose d'écouter quelques réactions. Nous sommes là parce que c'est une demande des peuples des États du Sahel pour sanctionner la CEDEAO qui à l'origine était partie pour être une CEDEAO des peuples mais qui s'est avérée être un instrument au service de l'impérialisme français. Nous sommes libérés de cette CEDEAO-là. Au diable leurs sanctions. Et on considère que dorénavant, il y aura des accords bilatéraux avec les autres États. Donc c'est fini avec cette structure satanique qui veut étouffer le peuple nigérien ou bien le peuple du Sahel parce qu'ils ont décidé de quitter l'impérialisme français, le joug français. Il y aura des impacts obligatoirement sur les activités commerciales. Quand on prend qu'aujourd'hui, si nous nous retirons carrément de l'espace de la CEDEAO, il y aura des charges et des coûts qui vont obligatoirement s'augmenter sur le transport des marchandises, sur la libre circulation des personnes et des biens. Pour moi, c'est une décision hâtive. Voilà, ça aurait été la CEDEAO qui demande à ces pays de quitter, j'allais peut-être comprendre. Mais quitter la CEDEAO de vous-même, c'est osé, et c'est pas bien. Pour la population, bien sûr. Niagale Bagayoko, d'abord, est-ce que c'était une surprise ? Alors oui, c'est une annonce quand même qui a saisi tout le monde, mais il me semble qu'elle s'inscrit dans la logique qui apparaît de plus en plus claire de rupture avec des partenaires traditionnels et de construction d'une voie politique alternative. Il ne faut pas oublier que ce retrait s'inscrit dans le droit fil du retrait du G5 Sahel, également de la remise en cause de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, du rejet de la MINUSMA, des forces françaises. En réalité, plus largement, on voit que ce sont tous les acteurs qui utilisent les instruments de gestion des conflits forgés dans le courant des années 90 qui sont aujourd'hui remis en question par ces États sahéliens. Christophe Boisbouvier, alors on va voir justement ce qu'est la CEDEAO. Et maintenant, il y avait 15 pays, manifestement maintenant il n'y en a plus que 12. Il y a le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Sénégal. Vous les voyez un peu tous affichés là, sur cette carte. Christophe, est-ce que d'abord ces pays étaient quand même déjà sous sanction de la CEDEAO, ces trois pays, donc est-ce que finalement ça a fini par craquer ? Alors ils disent que c'est justement parce qu'ils étaient sous sanction qu'ils se révoltent et qu'ils sanctionnent les sanctionneurs, en quelque sorte. Ils oublient quand même de dire que il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu des sanctions, puisque c'est dans la charte même
C'est dans les accords des années 90. La CEDEAO, c'était d'abord une organisation économique. Et c'est devenu une organisation politique, avec la guerre civile au Libéria et avec le premier putsch en Côte d'Ivoire en 99, première condamnation par la CEDEAO d'un putsch. Vous voyez, ça remonte. Et il y a à cette époque, par exemple, lors du conflit Ouattara-Gbagbo en Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali et le Burkina ne se sont pas privés d'approuver des sanctions contre la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, c'est pas très nouveau le fait que dans la CEDEAO, il y ait des pays qui soient sanctionnés à cause de putsch. Ce qui m'a surpris, en fait, dans cette affaire, c'est que personne n'a été consulté. Aucune instance de transition de ces 3 pays n'a été consultée. Et le peuple lui-même, du Burkina, du Mali, du Niger, n'a pas été consulté pour une décision historique. C'est historique. Qui engage 80 millions de personnes, quand même, pour des années. Ça c'est une vraie surprise, en fait. Vous êtes d'accord, Anna Silva-Streiner? Alors, 3 pays qui accusent la CEDEAO, vous le disiez, vous le mentionniez, Niagalé, d'être sous influence des puissances étrangères. Ça, ce sont les arguments qu'ils mettent en avant. Ils ne cessent pas de dénoncer l'instrumentalisation faite, selon eux, de la CEDEAO par la France, par exemple, et par d'autres puissances. La rupture entre ces 3 pays et la CEDEAO, et puis tout ce discours qu'on entend contre les puissances étrangères, mais derrière puissances étrangères, et ça a été dit par un des habitants que vous avez interviewé, c'est évidemment la France qu'il faut entendre, qui est assez clairement pointée du doigt. Cette rupture, elle est claire depuis déjà au moins plusieurs mois. Quand je dis plusieurs mois, c'est qu'on peut le dater au coup d'État au Niger, où en fait ça s'est aggravé, mais au moins depuis 2020, avec le début de cette série de coups d'État qui a touché le Mali, le Burkina Faso, le Niger, mais aussi, ne l'oublions pas d'ailleurs, la Guinée, qu'on entend assez peu là, ces jours-ci. Vous disiez, il y a 15 États dans la CEDEAO, effectivement, mais la Guinée est elle aussi suspendue de la CEDEAO. Et pour l'instant, moi, je n'ai pas vu de communiqué officiel de la part des autorités de transition. Donc, cette rupture, elle avait lieu. Ça faisait déjà des mois qu'on sentait que la communication était difficile entre un morceau de la CEDEAO et des pays sanctionnés, même si d'autres continuaient à faire un peu le lien, la jonction. On pense évidemment au Togo. Tout à coup, ça a pris tout le monde de court, alors qu'on pouvait penser, enfin, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je l'avais analysé, qu'il y avait quelques signes de détente. Quand on voyait que le fils du président Bazoum a été libéré il y a peu, on se disait, tiens, il y a quand même quelques négociations possibles. Alors, qu'est-ce qu'il y aura en échange? Et puis, hop, finalement, c'était pas tellement un signe d'apaisement. Elimane Dao, quelles ont été les réactions justement au Sénégal? On sait qu'on est en pleine campagne présidentielle. Le Sénégal est un des acteurs clés de la CEDEAO. Écoutez, il n'y a pas eu, c'est assez surprenant, assez de réactions. Ce week-end, ça a été perçu par certains comme un tremblement de terre. Le fait que ces 3 pays puissent quitter de cette manière la communauté. Il y a quand même eu des réactions de candidats à cette élection présidentielle, comme Thierno Alassane Sall, qui est également député à l'Assemblée nationale, qui estime que l'annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO secoue nos fondations. Je le cite, cette annonce témoigne selon lui des fissures profondes au sein de la communauté ouest-africaine et reflète l'échec des chefs d'État de la communauté à trouver des solutions aux crises de la sous-région. Il y a également la réaction de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui estime qu'une communauté économique se construit en partie pour préserver ses membres des conflits armés. Et il dénonce le fait qu'à un moment, la CEDEAO avait envisagé d'envoyer des forces militaires au Niger. Et pour lui, c'est un peu le début, certainement, de la fissure. Il y a eu également pas mal de réactions de Sénégalais, certains qui soutiennent l'action des militaires de ces pays, mais d'autres qui estiment que avant de prendre cette décision, ils auraient d'abord dû consulter leur Parlement et également leur population. La décision qui a donc été prise sans aucune consultation. On va regarder ce reportage de Sarah Sako, notre correspondante à Dakar, qui a interrogé justement des Maliens sur le marché de Dakar. Le marché malien est bien connu à Dakar pour son beurre de karité, ses bijoux et surtout ses basins. Les commerçants sont pour la plupart originaires du Mali et ici, l'annonce du retrait du pays de la CEDEAO n'a échappé à personne. Aboubacar vit depuis une quinzaine d'années au Sénégal. Il se félicite de la nouvelle. On est très content de cela
Parce que la CEDEAO, si tu regardes la CEDEAO, ça ne nous a rien apporté depuis pas mal d'années. Dans le viseur de nombreux Maliens, les sanctions que la CEDEAO a appliquées plusieurs mois durant au Mali et qui ont durement affecté la vie du pays. Ibrahim Diarra en garde un vif ressentiment. Quand le CEDEAO il est là pour les populations, le CEDEAO ne peut pas faire la merco. Parce que le CEDEAO là, il ne peut pas là pour faire des peuples. C'est pour cela que le peuple il est fâché, il est quitté dans le CEDEAO. Nombre de ces vendeurs résident depuis des années au Sénégal. Certains sont inquiets des conséquences que pourrait avoir cette décision dans leur quotidien. On laisse tomber ça, hein. C'est ça que je le pense. Hein. On négocie parce que c'est ça que si on négocie là, ça nous arrange aussi. Nous sommes de l'étranger, quoi. Alassane fait lui aussi régulièrement la navette entre Dakar et Bamako. La politique, bon, c'est la politique, mais la majorité de la population, on sait comment ça va, on peut se gérer entre nous. Donc le reste, on croise les doigts que ça n'a qu'à aller dans le bon chemin. Cette décision de Bamako, aux côtés de Niamey et de Ouagadougou, de quitter la CEDEAO, suscite de vives réactions ici au Sénégal, au sein de la communauté malienne, mais bien au-delà. Le Mali est un pays frère, un partenaire commercial. Or, ce retrait pourrait remettre en cause la libre circulation des biens et des personnes. Niagalé Bagayoko, est-ce qu'on peut dire que ces trois pays vont s'isoler de plus en plus parce qu'il y a effectivement les conséquences économiques, conséquences politiques et militaires, sécuritaires également? Non, moi je ne pense pas qu'il s'isole, je pense qu'il change de partenaire d'une part et de modalités de coopération par ailleurs, parce que il y aura forcément des cadres institutionnels qui seront mis en place, notamment pour gérer cette fameuse liberté de circulation des personnes. Et c'est là qu'il faut souligner, comme cela a été remarqué, cette déclaration du Mali indiquant qu'il restait dans l'UEMOA, qui permet aussi l'union monétaire, qui est l'union monétaire, qui est une autre organisation dont ne font partie que les États francophones qui ont pour monnaie le franc CFA. Ce qui ne règle pas la question, notamment pour le Niger, de la circulation vers le Nigeria ou plus largement avec les pays anglophones. Juste une toute petite remarque par rapport à ce qu'on voit dans tous ces reportages, c'est très intéressant. Vous remarquerez qu'il y a sans arrêt évoquer la question de la CEDEAO des peuples. Il faut savoir que cette expression ne vient pas de nulle part. C'est en 2007 que les chefs d'État ont pris l'engagement de mettre en place une réforme qui s'appelle la Vision 2020, qui visait à passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Et c'est un agenda auquel ont cru les populations de la région. Et aujourd'hui, ils estiment que cela n'a pas été respecté, donc que l'organisation n'est plus légitime. Christophe Boisbouvier, ils vont devoir donc renégocier quand même leurs contrats, leurs accords commerciaux avec justement les pays côtiers notamment. Qu'est-ce qui va se passer? En plus, il parle peut-être de renforcer l'alliance des États du Sahel, donc l'AES, entre ces trois pays. Ça va renforcer aussi cette alliance-là. Bon, alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que ça va prendre plusieurs mois. Hein, un an au moins, c'est ça, avant que ce soit... L'entrée effective de la rupture. Alors, ça rappelle un peu le Brexit, si on peut faire une espèce de comparaison. Voilà. Donc, il va y avoir nécessairement des négociations, sans doute par l'intermédiaire, Anna en parlait tout à l'heure, du Togo. Puisque Fornas Inbe a toujours gardé le contact avec les trois chefs des trois juntes. Et donc, je pense qu'ils vont trouver des modalités pour la circulation des biens et des personnes. Ce qui sauve en effet un certain nombre de ces populations, c'est le fait que, pour l'instant, comme le dit le ministre malien des Affaires étrangères, ces trois pays restent au sein de l'UEMOA, donc de la zone CFA, où il y a un certain nombre d'accords qui permettent donc de faciliter la circulation des biens et des personnes et donc de ne pas provoquer une augmentation des prix à l'importation et à l'exportation. Mais en effet, il y a, comme dit Niagalé, le problème de la frontière Niger-Nigeria, puisque là, pour le coup, le Nigeria est le premier partenaire commercial du Niger et le Nigeria n'appartient pas à l'UEMOA. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir évidemment beaucoup plus de contrebande entre Zinder et Kano. Mais voilà, ça va pas... Ça sera une des conséquences, vous pensez? Absolument. Oui. Anna? On regarde pas mal, vous parliez d'isolement potentiel, etc. C'est la question qu'on se pose quand même. Ouais, mais on le regarde pas mal du point de vue de ces trois pays, de ces trois juntes, et je le comprends. Mais j'ai eu le sentiment
regarder et à lire les réactions ces derniers jours, depuis dimanche, que l'inquiétude, elle était plutôt de l'autre côté. Finalement, elle était du côté des pays côtiers que vous évoquiez tout à l'heure, où il y a eu des coups de fil entre chefs d'État, où tout de suite, la CEDEAO a dit « Attendez, on va pouvoir négocier une solution. Tout à coup, allez, discutons. » Alors que j'ai pas le sentiment que le Mali, le Burkina et le Niger demandent une négociation. Pourquoi, à votre avis, ce sont plutôt ces pays, les autres, qui s'inquiètent? Alors, moi, d'abord, ça me fait penser à ce qu'ont dit pas mal d'observateurs il y a à peu près 6 mois, au moment du coup d'État au Niger, quand il a été évoqué une intervention militaire de la part de ces fameux autres pays de la CEDEAO, et que à ce moment-là, beaucoup disaient la CEDEAO joue sa survie, sa crédibilité et sa survie, en fait. Ou s'ils disent qu'ils y vont, il faut qu'ils y aillent, ou bien il faut qu'ils trouvent un accord. Et en fait, le truc s'est dégonflé, on ne sait pas bien comment. Le Nigeria a décidé finalement de ne pas y aller, etc. Et on a l'impression quelques mois plus tard que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Moi, ce que j'observe, c'est que les pays maintenant de l'AES, donc ces 3 juntes, semblent avoir... Donc, encore une fois, Niger, Burkina Faso et Mali. Et Mali, oui, désolé pour le jargon, effectivement. Ces 3 pays-là ont peut-être aujourd'hui, si on prend simplement ce qui se passe en ce moment, plus de choses en commun que les autres. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils se sentent finalement relativement sereins, ou en tout cas en apparence relativement sereins. Mais il y avait cette condition quand même qui retourne, que ce soit un régime de transition niagalais et qu'on passe à une démocratie dans ces pays. Donc est-ce que ça c'est terminé? Est-ce que quelque part ça va pérenniser ces régimes militaires dans ces 3 pays? Le fait qu'ils sortent de ces contraintes, ça faisait partie, comme le disait ça fait en effet Christophe. partie des grandes contradictions de la CEDEAO. Est-ce que la majorité des pays de la CEDEAO aujourd'hui sont démocratiques, ou est-ce que les dirigeants au pouvoir se sont tous maintenus au pouvoir conformément au texte qui interdisait les accessions inconstitutionnelles? Non, on est loin de là. L'une des raisons de la grande perte de légitimité et de crédibilité de la CEDEAO a été, à mon avis aussi, la façon dont elle a validé, sans quasiment maudire, les coups d'État civils qui lui sont reprochés dans les rues, parce que des mandats, 3e mandat, ont été effectués contre les textes en vigueur en Côte d'Ivoire ou encore une fois en Guinée. Donc elle s'est décrédibilisée de ce point de vue-là en ne s'en prenant qu'à un certain type de régime selon l'opinion publique majoritaire. Donc cette question des transitions que vous posez, elle est de toute façon biaisée dès le départ. On le voit bien, quel que soit le régime. Et est-ce que l'organisation actuellement est majoritairement démocratique? La question peut se poser. Moi, pendant un moment, je me suis d'ailleurs demandé s'il n'y allait pas y avoir tout simplement une validation, c'est ce vers quoi on s'acheminait d'ailleurs manifestement, des régimes militaires de ces régimes, parce que de toute façon, les pratiques en termes de démocratie sont suffisamment violées dans d'autres pays de l'organisation pour que ces régimes-là n'apparaissent pas comme pires. Donc Christophe Boisbouvier, est-ce que finalement la CEDEAO a mal joué ? Alors, je ne sais pas si elle a mal joué ou si elle a bien joué, mais le constat aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de transition, puisqu'il n'y a plus de dialogue avec la CEDEAO sur le calendrier de la transition dans ces 3 pays. Donc ça, c'est quand même une étape. Mais c'est important, et j'en arrive même à me demander si l'une des causes de la rupture avec la CEDEAO, c'est pas justement la volonté de ces 3 régimes, de ces 3 pays, de ne plus avoir de compte à rendre à personne sur le calendrier politique à venir, et de ne plus avoir à faire des promesses du genre de « je vous promets, moi, le colonel Assimi Goïta, dirigeant du Mali, qu'il y aura une présidentielle en février 2024, c'est-à-dire le mois prochain ». Vous vous rappelez, il avait dit ça. Il avait dit ça. Et évidemment, depuis le mois de juin dernier, la promesse a été oubliée. Et maintenant, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que pour tous les gens à Bamako, à Mopti, partout au Mali, qui sont attachés à un retour de la démocratie et de l'élection au Mali, il n'y a plus d'horizon possible aujourd'hui, à partir de la décision prise dimanche dernier. Il en est de même au Burkina Faso, où le capitaine Traoré, quand il était arrivé au pouvoir il y a 1 an et demi, avait dit je maintiens le calendrier du colonel Damiba, il y aura des élections à la mi-2024. C'est fini, il n'y a plus d'élections à la mi-2024 au Burkina. L'une des conséquences pratiques du coup politique de dimanche dernier, c'est qu'il n'y a plus de calendrier électoral dans ces 3 pays.
On va écouter le ministre des Affaires étrangères gambien et je vous ferai réagir, Eliman. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la situation dans notre région où 3 pays se sont retirés de la CEDEAO, nous demandons à la CEDEAO de les engager, d'avoir un dialogue significatif afin de trouver une solution. Bien sûr, tout ce qui affecte ces pays nous affectera, car nous vivons dans une région où nous sommes tous interdépendants. Oui, Eliman Dao, il le dit bien, nous sommes tous interdépendants et on parle bien sûr, il y a l'économie formelle et puis il y a toute l'économie informelle. Il y a quand même beaucoup de citoyens qui vont d'un pays à l'autre quotidiennement. On l'a vu d'ailleurs, les inquiétudes quand même au sein de ce marché au Sénégal. Donc c'est compliqué. Absolument. Ça complexifie encore. Absolument. Moi, ça me fait me ressouvenir d'un reportage que j'ai eu à faire non loin de la frontière avec le Mali. Parce qu'il y a 1 an, la frontière avec le Mali, entre le Sénégal et le Mali, avait été fermée. C'était une sanction de la CEDEAO et les conséquences étaient ressenties de part et d'autre de la frontière. Le kilogramme, par exemple, de viande, parce qu'une bonne partie de la viande de bœuf consommée au Sénégal vient du Mali, le kilogramme a augmenté de façon significative. Et des discussions que j'ai eu à avoir avec des spécialistes de la question, si ce retrait des 3 pays venait à être confirmé, les conséquences allaient être assez nombreuses. Déjà sur cette libre circulation des personnes et des biens dans cet espace communautaire, sur le transport intercommunautaire. Pour aller d'un pays à l'autre, souvent les populations ne peuvent se priver de l'avion. Souvent, c'est par bus que les frontières sont franchies. Sur la justice communautaire, car il y a une cour de justice de la CEDEAO. Souvent, les oppositions des différents pays membres de la CEDEAO peuvent saisir cette juridiction pour statuer sur des injustices que ces oppositions pensent avoir subies. Également sur les accords de défense, comme le protocole de non-agression. Et de façon générale, me disait le professeur Mamadou Aliou Diallo, que j'ai eu à interroger sur le sujet, c'est un processus d'intégration qui a été bien enclenché. La CEDEAO a été vraiment un exemple en matière d'intégration en Afrique. Au moment où on parle de la zone de libre-échange continentale, zone de libre-échange en Afrique, cette rupture de ces 3 pays vient mettre en mal en fait tout ce processus d'intégration qu'avait réussi la CEDEAO. Anna Sylvestre, Trainer, est-ce que justement ça va à l'encontre, est-ce que ça va finalement ne pas leur faciliter la vie non plus à ces 3 pays? Si on voit les conséquences économiques, il y a le commerce informel, mais par exemple, on parle de l'évacuation de l'uranium et du pétrole du Niger via le Bénin, ça c'est un des exemples. Il y a aussi l'électricité, manifestement envoyée de Côte d'Ivoire vers le Mali. Enfin, tout ça, il y aura des conséquences. En même temps, on a du mal à penser, par exemple sur l'électricité, que tout à coup l'électricité ne va plus passer de la Côte d'Ivoire au Mali. C'est pour ça que d'abord, comme Christophe le soulignait, il y a une partie des accords qui restent avec l'UMOA. Et puis, sans doute, mais ça va être la tâche des prochains mois. C'est difficile aujourd'hui de savoir exactement quelle forme cela va prendre. Mais sans doute, il va y avoir tout un tas d'accords bilatéraux qui vont être mis sur pied. Après tout, pourquoi pas? Enfin, tout le monde n'est pas obligé de faire partie. Ça risque de prendre plus d'1 an. On se souvient du Brexit. Oui, ça risque de prendre du temps. Et puis peut-être qu'il y a des accords qui vont être tricotés, d'autres détricotés, etc. Après, évidemment, il risque d'y avoir des conséquences sur les prix de certaines denrées, les conséquences peut-être pour certaines populations. Quand on pense à la Côte d'Ivoire, les diasporas burkinabées et maliennes sont extrêmement importantes. C'est plusieurs millions de personnes à chaque fois. On le voit en ce moment en période de Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, voilà. Mais il me semble que c'est un tout petit peu tôt pour l'instant pour savoir quelle va être la nouvelle géographie de cette région. Niagalé Bagayoko, sur la sécurité, donc il y a ces accords de sécurité au sein de la CEDEAO, ils en sortent, ces 3 régimes, donc ça veut dire qu'ils ne vont plus compter que sur eux-mêmes en ce qui concerne la lutte contre les djihadistes, par exemple? Alors ça, c'est une question fondamentale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a historiquement, si on prend les
10 dernières années exactement, l'impression que l'espace pertinent pour l'action aux yeux de ces 3 pays est justement celui-là qui existe déjà dans le cadre d'une organisation qui s'appelle l'Autorité pour le développement intégré du Liptako-Gourma, que les 3 gouvernements civils élus à l'époque en 2014 avaient envisagé comme cadre pour mettre sur pied une force anti-djihadiste de 3000 hommes avant la création de la force conjointe du G5 Sahel. Donc il y a une histoire qui va au-delà de la seule solidarité entre ces juntes-là. On voit que le texte qui est paru sur l'AES parle bien entendu du renforcement de la lutte contre le djihadisme. L'Alliance des États du Sahel. De l'Alliance, pardon, dont on a parlé tout à l'heure. Entre ces 3 pays, non. Entre ces 3 pays, mais parle aussi de la lutte commune contre leur rébellion interne. On sait très bien qu'au Mali, aujourd'hui, l'enjeu fondamental est celui de la perpétuation, de la reconquête du Nord qui a eu lieu en novembre, au détriment des rebelles Touaregs, principalement, qui ne peut pas être résumé à la guerre contre le djihadisme. Donc, il y a cet aspect-là. D'autre part, on voit très bien que des alliances se sont faites avec des partenaires extérieurs également, et que les moyens, notamment aériens, de ces 3 pays se sont renforcés, et qu'ils se disent prêts à les mobiliser les uns à l'appui des autres. Enfin, pour terminer, ce serait un scénario terrible, hein, mais est-ce qu'il n'est pas envisageable au cours des prochaines années de voir des confrontations armées, cette fois de nature inter-étatique, entre ces pays-là et d'autres. Entre quel et quel pays entre alors, ces pays du Sahel, ces 3 pays du Sahel, et d'autres de l'Afrique de l'Ouest, avec lesquels. Donc ça, c'est le risque qu'on prend lorsqu'on sort effectivement de la CEDEAO, c'est que là, on parle même plus de coopération économique, mais on parle de risque de guerre. Ce risque existait lorsque les 3 pays faisaient déjà partie de la CEDEAO cet été. On a bien vu que cette menace brandie d'intervention militaire a eu pour réponse de ces 3 pays, notamment du Niger, qu'ils y répondraient de manière militaire, et les populations ont appuyé et dit qu'elles participeraient à cette lutte s'il y avait une invasion, c'est comme ça que c'était présenté, des autres pays de la CEDEAO. Donc oui, le scénario était possible aussi. Christophe Aubouillet, c'est vrai que la CEDEAO avait menacé d'intervenir militairement donc pour libérer le président Bazoum au Niger. Finalement, ça ne s'est jamais fait. Peut-être parce qu'il y avait ces réponses de menaces de représailles possibles. Mais d'un point de vue sécurité, est-ce que sortir 3 pays comme ça du jour au lendemain d'une alliance donc à la fois économique, sécuritaire et politique, est-ce que ça ne renforce pas effectivement les risques au niveau sécurité de l'ensemble de la région? Est-ce que ça a un risque déstabilisateur sécurité? Alors la question, malheureusement, il y a un début de réponse. C'est-à-dire que depuis le putsch de juillet à Niamey, l'insécurité grandit au Niger. Il y a de plus en plus d'attaques djihadistes dans les régions nord-ouest du Niger. Donc malheureusement, la réponse sécuritaire offerte par les putschistes de Niamey n'est pas satisfaisante pour l'instant. Alors, ils font beaucoup le pari de la Russie. Ils font le pari de la Russie. Je pense que le coup politique de dimanche, l'annonce conjointe par Niamey, Ouaga et Bamako, c'est un coup qui n'a pas été fait sans que Moscou n'en soit pas informé. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le Premier ministre du Niger rentrait d'une tournée dans plusieurs pays, notamment l'Iran et la Russie. Il y a depuis 2 ans maintenant, une vraie connexion entre ces 3 pays et la Russie. Le Premier ministre du Burkina est allé il y a 1 an à Moscou, le Premier ministre du Niger il y a quelques jours. Ne parlons pas des relations entre le Mali et la Russie. Il y a le pari qu'avec les forces de l'ex-groupe Wagner et de demain le groupe Africa Corps qui remplace Wagner, avec le soutien des avions et des drones peut-être offert non seulement par la Russie, mais par d'autres pays partenaires nouveaux comme la Turquie et l'Iran, une reconquête des territoires conquis par les djihadistes sera possible. Je pense que c'est le pari des 3 putschistes de ces 3 pays. On va justement écouter la réaction du chef de la diplomatie russe et puis également du porte-parole du département d'État américain.
Nous leur souhaiterions certainement de continuer à travailler avec la CEDEAO. Il y a un certain nombre de mesures que nous demandons à ces 3 pays de prendre. Nous les invitons tous à reprendre le chemin de la démocratie et à continuer à collaborer avec la CEDEAO. En ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, nous espérons que les problèmes qui ont surgi dans les relations entre les membres de la CEDEAO pourront être résolus par le biais d'un dialogue égal et mutuellement respectueux. Pour notre part, nous avons souligné que la Russie est prête à poursuivre sa contribution aux efforts visant à stabiliser la situation dans la région du Sahara-Sahel et dans d'autres parties du continent africain. Donc ça va effectivement profiter plutôt à la Russie. Alors pour l'instant, effectivement, c'est le partenaire hors Afrique affiché. Hein, ça n'aura échappé à personne. Ça peut profiter à la Russie, mais pas seulement. On regarde énormément Moscou. Il est intéressant de voir qu'il y a un certain nombre de pays, notamment européens, qui essayent aussi de prendre leur place dans ces pays-là. Je pense à l'Italie. Il y avait un certain nombre de chefs d'État africains qui étaient ces derniers jours auprès de Giorgia Meloni. Et par ailleurs, l'Italie, en ce moment, discute avec ces pays-là. Je pense à la Hongrie. On a vu le fils de Viktor Orban là-bas encore récemment. Il se positionne contre les puissances dites coloniales classiques. C'est un peu, Je pense aussi à l'Allemagne. Et d'ailleurs, ça a été à l'origine de tensions entre Paris et Berlin. Mais aussi, souvenez-vous, il y a encore peu, le Maroc qui disait nous, on peut offrir un débouché. Alors, je ne vous dis pas que tout ça est totalement réaliste, mais je vous dis simplement qu'il ne faut pas le regarder uniquement avec des yeux français. La France effectivement a été priée de sortir de ces pays-là. Les soldats sont partis, les diplomates aussi. Mais il y a tout un tas d'autres pays qui essayent d'avoir un morceau de marché et d'y conquérir des intérêts. Eliman Dao, justement, est-ce que ça va profiter plutôt à la Russie? On a vu effectivement le positionnement des Russes. Les Américains qui ont d'ailleurs toujours une base au Niger, à Agadez, si je ne me trompe pas. Donc ils sont aussi dans cette fameuse bataille que vous décrivez, Anna. Et puis quid de la France? Est-ce que ça ne fait qu'approfondir encore le fossé qui s'était déjà creusé avec ces pays-là? Écoutez, c'est une question assez délicate à répondre pour l'heure. On a bien vu que ces 3 pays dans cette recherche de partenaires ont privilégié la Russie qui commence à s'intégrer sur le continent. Mais je ne saurais pas en dire plus. Vu du Sénégal, on regarde cette question avec assez de détachement. Mais est-ce que les pays côtiers comme le Sénégal et l'Iman ont beaucoup à perdre finalement dans cette sortie de ces 3 pays? Effectivement, si par exemple le Mali qui est le plus grand partenaire parmi ces 3 pays, 60% presque du trafic portuaire du Mali vient de Dakar. Donc si le Mali venait à trouver d'autres partenaires économiques pour pouvoir avoir accès à la mer, c'est sûr que c'est un manque à gagner pour le Sénégal. Et tout de même, on s'interroge, Niagalé Bagayoko, sont quand même 3 pays enclavés. Donc ça paraît complexe de s'isoler, y compris avec des interventions extérieures de puissance, une coopération avec la Russie. Enfin, il y a un moment donné, il faut pouvoir sortir, il faut pouvoir accéder à la mer. Mais si on regarde une carte... Tout à fait, mais c'est bien pour ça qu'à mon avis, il y a une approche qui vise à multiplier les partenariats. La déclaration américaine, elle est quand même très intéressante. On ne peut pas dire qu'il y a une condamnation absolument frontale de ce retrait. On voit très bien que la plupart des partenaires internationaux, en réalité, veulent rester dans la zone et les 3 pays jouent sur cet intérêt qu'ils suscitent indéniablement. On a pu croire qu'ils seraient abandonnés. On n'est pas du tout dans un cas comme celui de la RCA, où effectivement la communauté internationale s'est lassée d'être présente sans véritablement avoir des résultats. Et donc,
il y a eu une occupation du vide par la Russie. Là, la Russie est loin d'être la République centrafricaine, pardon. Là, on n'est absolument pas dans ce scénario-là. On le voit très bien que, en réalité, ceux qui ont le sentiment d'être maîtres du jeu aujourd'hui, ce sont ces 3 pays parce qu'ils sont courtisés, non pas seulement par un bloc anti-occidental, mais par des États qui eux-mêmes sont concurrents, non pas ennemis, mais concurrents les uns des autres et veulent rester présents, quoi qu'il arrive dans cette zone. Christophe Beaubouvier. Alors là, pour le coup, là, il faut faire une petite distinction entre les 3 pays. Au Mali et au Burkina, je pense qu'on joue... Alors au Mali, on joue la carte russe de façon assez claire. Et affichée. Et ça là depuis 2021, en fait, depuis le deuxième coup d'État. Donc à la fois politique et sécuritaire, cette force Wagner, elle s'est transformée... Voilà, on joue la carte russe, et c'est assumé par notamment Sadio Camara, le numéro 2 de la junte de Bamako. Au Burkina, on joue la carte de l'autarcie. C'est-à-dire que le capitaine Traoré dit qu'il n'y a pas de soldats russes qui combattent sur le sol burkinabé, mais il reconnaît qu'il y a des instructeurs russes quand même. Qui sont là pour former, en fait. Qui sont là pour former, mais qui sont peut-être là aussi pour faire aussi de la sécurité pour le capitaine Traoré lui-même, pour le sécuriser, pour son escorte personnelle. Et puis il y a le Niger. Le Niger est dans une situation très, très... Bancale. Bancale, ouais, c'est le mot. Puisque vous avez encore une base, comme vous venez de le dire, américaine à Agadez. Ils y sont toujours, il y a quoi, 1000 soldats, c'est ça? Oui, 1000 soldats américains. Et les Américains, pour l'instant, ne veulent pas partir. C'est-à-dire qu'après le 26 juillet, les Américains ont fait le pari contraire des Français. Ils ont dit, les Français, tant pis pour eux, nous, on reste. Ce qui a d'ailleurs compliqué beaucoup les relations entre Paris et Washington. Et pour l'instant, ils y sont toujours. Et ils y sont toujours. Mais est-ce qu'après le coup politique de dimanche, les Américains peuvent rester? Je ne suis pas sûr. Non. Pas sûr, parce que vous avez eu début janvier une réunion au sommet à Niamey où la décision a été prise de faire venir des soldats russes au Niger, ce qui n'est pas d'ailleurs accepté par toute la junte au Niger. Ça pose des problèmes à l'intérieur de la junte, mais la décision a été prise. Et Anthony Blinken, vous l'avez entendu, la semaine dernière, il était sur RFI à Abidjan quand il est passé voir Alassane Ouattara. Il parle d'une peut-être installation d'une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Il n'est pas du tout ravi de ce qui se passe au Niger en ce moment. Donc pas sûr que les Américains restent. Pas sûr. Anna Sylvestre, vous pouvez rebondir là-dessus peut-être. Donc ça voudrait dire quoi? Que les Américains devraient peut-être quitter le Niger et donc que les Russes s'installeraient de manière plus appuyée? Alors, rebondir peut-être sur 2 points. D'abord, effectivement, Anthony Blinken était effectivement la semaine dernière chez nos confrères de RFI et ce qu'il disait était intéressant et la stratégie américaine de façon générale est assez intéressante. On a quand même le sentiment que en Afrique de l'Ouest, mais d'ailleurs pas seulement, également dans d'autres pays du continent, il y a une tentative en ce moment d'offensive diplomatique, d'installation de base, alors que parallèlement, la France a annoncé une réduction de ses effectifs dans les pays côtiers. Donc il y a quand même des jeux assez différents, mais les Américains veulent rester et tentent d'être quand même, me semble-t-il, effectivement, de faire front face aux Russes également en Afrique. Ça, c'est d'une part. Et je voulais simplement ajouter quelque chose à la donne, même si... évidemment, personne ne sait ce qui va arriver. C'est au-delà de l'instabilité sécuritaire qui est énorme dans ces pays-là, c'est l'instabilité politique. C'est quand même le Mali, 2 coups d'État ces dernières années, le Burkina, pareil. Le Niger, un coup d'État avec, souvenez-vous, une armée qui était extrêmement divisée sur le fait de mettre Abdourahmane Tiani à sa tête. Tout cela tient aussi si les hommes qui ont pris cette décision, puisque Christophe le rappelait, c'est une décision qui a été prise sans consulter le reste du pays ou des organes représentatifs du pays. Si ces hommes-là tiennent, les rumeurs de coup d'État au Burkina en ce moment sont extrêmement fortes et le mécontentement existe aussi dans ces pays-là. Donc l'avenir n'est quand même pas complètement tracé, quoi. Et la France, pour faire un dernier point sur la France, justement.
La France apparaît aujourd'hui exclue du jeu. Pour l'instant, on voit très mal comment elle peut se réinsérer, en tout cas politiquement, militairement et stratégiquement dans cette région du Sahel. D'où l'importance pour elle des pays côtiers. Et elle semble vouloir changer de politique. Anna a mentionné ces rumeurs, parce qu'on n'en a toujours pas confirmation, mais selon lesquelles les bases de Abidjan, de Dakar verraient leurs effectifs réduits. On voit que la France est non seulement isolée sur cette scène africaine, ouest africaine et sahélienne, mais aussi européenne, encore une fois, avec des États européens qui se sont très largement désolidarisés de sa politique depuis qu'elle a dû quitter la zone. Donc c'est compliqué, pas seulement sur le terrain européen, et c'est compliqué aussi dans la relation transatlantique entre la France et les États-Unis. On l'a vu, où il n'y a pas eu de solidarité, en fait, manifestée par les États-Unis. Un peu chacun pour soi. Un peu. Christophe Babouvier. Et le nouveau souci de la France, c'est le Tchad. Absolument. Puisque le président Mohamed Déby est allé à Moscou il y a une semaine. Tout à fait. Ça, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Que se sont dit Mohamed Déby et Vladimir Poutine? Est-ce que dans les mois qui viennent, les Tchadiens vont demander aux militaires français qui ont une base à N'Djamena, comme chacun sait, depuis 40 ans, de quitter le Tchad pour y mettre des soldats russes à la place ou pour mettre le groupe Africa Corps? On n'en est pas là. Mais ce serait une sacrée claque. Mais ce serait une sacrée claque, oui. Et quand on parle ces derniers temps aux diplomates français, effectivement, ils ont de quoi être inquiets pour le Tchad, parce que quand on parle avec eux du Mali, du Burkina et du Niger, ils assument assez clairement en ce moment que on va attendre d'autres temps, quoi. Là, pour l'instant, on passe le notre cycle tour n'est pas et on en verra notre plus tard. faveur. C'est un peu ça. On peut attendre un autre cycle. Bon. Non, mais cette question du Tchad est d'autant plus essentielle qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe aussi du côté du Soudan. On a en fait un arc de crise qui va de l'Atlantique à la mer Rouge. J'ai lu dans un article une expression très intéressante de crise sahélo-soudanaise. Et si l'on regarde l'ensemble des régimes à la tête de ces différents pays, ils sont tous dirigés par des militaires. Donc il y a un vrai modèle de gouvernance qui est en train de s'installer dans cette région. Elimane Ndao, vous voulez conclure peut-être dans un pays qui est une démocratie, puisque les élections sont dans pas longtemps? Écoutez, oui, ce discours sur la France n'est pas un discours seulement entretenu dans ces trois pays. Même ici au Sénégal, la jeunesse, on peut même catégoriser une grande partie de la jeunesse qui est derrière Ousmane Sonko, qui ne va pas participer à cette élection présidentielle, mais qui fait en sorte que son projet politique puisse être défendu dans cette élection avec un candidat qu'il a désigné, son bras droit, on peut dire, Bassirou Diomaye Faye. Ce discours de rupture ou même de nouveau paradigme des relations entre la France et l'Afrique est un discours qui est réel. La jeunesse, de façon globale, veut un nouveau paradigme pour les jeunes en fait qu'on a l'habitude de croiser dans les rues, dans nos reportages. Ils se disent qu'il faudrait bien que la France puisse avoir une relation d'égal à égal avec l'Afrique. Pour eux, c'est une relation qui penche, la balance penche du côté de la France. On parle souvent de croissance, presque même à 2 chiffres en Afrique. Et pour eux, cette croissance profite beaucoup plus à la France qu'au Sénégal. Merci Elimane Ndao, en direct donc de Dakar. Anna Sylvestre Traner, merci beaucoup. Nyagele Bagayoko, Christophe Boisbouvier, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, en podcast. À demain.